Fermez les yeux. Ou ne les fermez pas, peu importe. Laissez simplement le monde qui vous entoure se dissoudre, se brouiller. Comme une aquarelle, sous une pluie fine. L'air que vous respirez devient plus lourd, chargé d'une humidité tenace et de l'odeur âcre de la fumée de charbon. Vous êtes plus où vous pensez être. Le son de la circulation s'estompe, remplacé par le cliquetis lointain et irrégulier de sabots de cheval sur des pavés disjoints et boueux. C'est le matin, mais un matin d'un autre temps, un matin où le soleil semble hésiter à se lever, découragé par le voile de brume grisâtre qui s'accroche au toit et s'infiltre par les fenêtres mal jointes. Vous sentez le froid s'insinuer à travers vos vêtements, un froid humide qui ne vous quittera pas de la journée, se logeant au plus profond de vos os, comme un vieil ami indésirable. Vous voici maintenant dans la rue. Ne cherchez pas de trottoir bien net ou de passage piéton. Il n'y a qu'un caniveau central, paresseux et débordant, où se mêlent les eaux usées, les détritus de la veille, et les promesses d'une épidémie à venir. L'odeur est une symphonie complexe et suffocante. Le crottin de cheval, le chou en train de pourrir, l'urine, la sueur de corps trop rarement lavé. C'est une attaque olfactive si puissante qu'elle en deviendrait presque une texture, quelque chose que l'on pourrait mâcher. Autour de vous, la vie éveille dans une chorégraphie chaotique. Des porteurs d'eau crient. Des charrettes grincent sous le poids de leur chargement. Des enfants au visage sale courent pieds nus dans la fange, esquivant de justesse un cocher qui maudit le monde entier. Vous êtes un fantôme dans cette foule, une présence invisible qui observe ce quotidien brutal, si éloigné de vos standards d'hygiène qu'il pourrait passer pour une reconstitution historique un peu trop zélée. L'après-midi s'installe, et avec lui une lumière laiteuse qui peine à percer les nuages bas. Vous poussez la lourde porte en bois d'une taverne. L'air à l'intérieur est encore plus épais, un mélange de fumée de pipe, de vin renversé et de corps entassés. Le bruit est assourdissant, des rires gras, des chopes qui s'entrechoquent, une conversation politique enflammée qui menace de se terminer en bagarre. Vous vous frayez un chemin à une table collante, dans la pénombre. Le sol est couvert de sueur pour absorber tout ce qui peut tomber. Vous écoutez les bribes de conversation. On parle de la récolte, du prix du pain, mais aussi de la voisine du troisième. Emportée en 2 jours par une fièvre que le médecin a qualifiée de « déséquilibre des humeurs ». Personne ne semble surpris. La mort n'est pas un événement, c'est une compagne de tous les instants, une ombre familière, assise à la table à côté. Vous quittez le vacarme pour retrouver le calme relatif d'un intérieur domestique. Peut-être le vôtre. Dans cette autre vie, la lumière du jour filtre chichement à travers de petites vitres. La pièce est meublée sobrement, mais avec un certain confort. Une cheminée où crépite un feu modeste, des meubles en bois sombre, un plancher qui gémit à chaque pas. Le silence n'est rompu que par le tic-tac régulier d'une horloge à balancier. Un son mécanique et implacable, qui scande chaque seconde qui vous rapproche de la fin. Vous vous asseyez dans un fauteuil, le tissu est un peu rêche sous vos doigts. Vous regardez par la fenêtre. La pluie a commencé à tomber, une pluie fine et persistante qui lave les rues de leur crasse, mais semble rendre l'atmosphère encore plus mélancolique. C'est dans ce genre de moment, dans le calme d'une après-midi pluvieuse, que les pensées les plus sombres aiment à venir vous rendre visite. La place du marché est un autre monde. Même sous la pluie, l'activité est frénétique. Les étals sont protégés par des toiles tendues, sous lesquelles les marchands hurlent pour attirer votre attention. Les odeurs ici sont plus variées, mais pas nécessairement plus agréables. Le parfum des herbes aromatiques se mêle à celui du poisson qui commence à tourner. L'odeur du pain chaud à celle de la viande suspendue à des crochets, survolée par un essaim de mouches indifférentes. Vous observez une femme tâter une volaille avec un air expert, un boucher fendre une carcasse avec une précision terrifiante. C'est un spectacle de la vie dans ce qu'elle a de plus cru, de plus organique. Vous réalisez que chaque morceau de nourriture ici est le résultat d'une lutte, et que la chaîne alimentaire est une réalité bien plus visible qu'un simple rayon de supermarché. Si cette visite sensorielle vous plaît, n'appuyez sur le pouce en l'air que si vous le ressentez vraiment. La nuit tombe enfin. Et la nuit en ce temps-là, est une chose bien différente. Il n'y a pas de halo orangé des villes modernes, pas de lampadaires à chaque coin de rue. L'obscurité est presque totale. Une encre noire et profonde qui avale les formes et les distances. Seules quelques lanternes à huile jettent des flaques de lumière tremblotantes, créant des ombres dansantes et inquiétantes. Le silence aussi est différent. Les bruits de la journée ont laissé place à une quiétude peuplée de sons discrets. Le miaulement d'un chat, le grattement d'un rat dans une cloison, le cri lointain d'un ivrogne, une toux sèche qui échappe d'une fenêtre voisine. Marcher dans ces rues la nuit, c'est comme naviguer en eau trouble. Chaque ruelle est une menace potentielle, chaque ombre une embuscade. Vous vous sentez vulnérable, infiniment petit, face à cette immensité noire. Vous êtes de retour à l'intérieur, dans la chambre à coucher. Le feu dans la cheminée est presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes.
La seule lumière provient d'une bougie dont la flamme vacille, projetant votre ombre démesurée sur le mur. Le lit est haut, emmitouflé dans de lourdes couvertures de laine. Vous vous glissez dessous, mais le froid du matelas semble remonter jusqu'à votre colonne vertébrale. C'est ici, dans le silence et l'obscurité, que la peur prend sa véritable dimension. Vous entendez le battement de votre propre cœur dans vos oreilles. Vous pensez à la voisine emportée par la fièvre. Vous pensez aux diagnostics hâtifs des médecins, à leur science balbutiante, aussi fiable qu'une prévision météorologique lue dans les entrailles d'un poulet. Vous pensez à ces histoires, ces rumeurs qui courent les tavernes et les salons, ces récits de gens qui se sont réveillés, mais trop tard. Et c'est là que l'idée vous vient, une idée à la fois brillante et terrifiante, une précaution pour les nantis, pour ceux qui peuvent se le permettre. Une dernière assurance vie. Ou plutôt, une assurance mort. Vous imaginez cette scène. Le corps, le vôtre peut-être, lavé, habillé de ses plus beaux atours, et déposé dans le cercueil capitonné. Mais avant de refermer le lourd couvercle en chêne, un dernier geste est accompli. Une fine cordelette, presque invisible, est attachée avec soin autour de votre doigt. L'autre extrémité du fil passe par un petit trou percé dans le bois du cercueil, remonte à travers les mètres de terre froide et humide, pour venir s'accrocher, à l'air libre, à une petite clochette de bronze, délicatement posée sur la pierre tombale. Une sonnette d'alarme pour l'ultime prison. Une dernière chance. Si le sommeil vous gagne à cet instant, n'hésitez pas à commenter l'heure à laquelle vous avez cessé d'écouter. Votre voyage dans cette terreur feutrée ne fait que commencer. Mais cette petite clochette de bronze, ce dernier fil d'espoir tendu entre le monde des vivants et le silence de la tombe, n'est qu'un luxe. C'est un privilège de l'angoisse, réservé à ceux dont la vie valait assez cher, pour que l'on craigne de la perdre par erreur. Pour la grande majorité, pour ceux dont les journées sont déjà une sorte d'ensevelissement lent, la mort n'a pas besoin de telles précautions. Elle est une simple formalité, la conclusion logique d'une existence passée à flirter avec elle. Pour eux, il n'y a pas de clochette. Il n'y a que le travail, le cycle incessant et épuisant qui use les corps et les âmes, une répétition générale pour l'immobilité finale. Le sommeil n'est pas un repos, c'est un effondrement, une brève mort, avant la résurrection du lendemain matin, sans aucune garantie. Descendez maintenant. Descendez avec eux, les mineurs, dans les entrailles de la terre. La cage en bois et en fer gémit et tremble, en vous avalant dans l'obscurité totale, une descente chaotante, vers un enfer froid et humide. L'air se raréfie, se charge d'une odeur de terre mouillée, de charbon, et de peur stagnante. Le seul son est le grincement du treuil qui vous éloigne de la lumière, et le battement sourd de votre propre cœur contre vos côtes. Vous arrivez enfin au fond. Ici, la nuit est perpétuelle, seulement percée par la lueur vacillante et anémique de quelques lampes à huile, qui jettent des ombres monstrueuses sur les parois suintantes. C'est un monde sans soleil, un royaume de labeur et de silence oppressant, où chaque jour est une copie du précédent, une page noire dans le grand livre de votre vie. Le travail commence. Le pic s'abat sur la veine de charbon dans un rythme hypnotique et brutal. Tchac. La poussière noire, élève, s'infiltre dans vos poumons, se colle à votre sueur, vous façonnant un masque de suie. Tchac. Vos muscles brûlent. Vos épaules hurlent. Mais le mouvement continue, mécanique, presque involontaire. Autour de vous, d'autres ombres s'agitent, d'autres pics frappent la roche, dans une polyphonie assourdissante et monotone. Vous entendez la toux caverneuse d'un vieil homme non loin, une toux grasse qui arrache des morceaux de ses poumons, la signature sonore de cette profession. Chaque coup de pic est un pari contre la roche, contre le gaz qui peut s'enflammer en un instant, contre l'effondrement qui peut faire de cette galerie votre tombeau définitif, sans besoin de cercueil. La pause est courte, presque inexistante. Vous vous asseyez dans le noir absolu pour économiser l'huile de votre lampe, le dos appuyé contre la paroi froide et humide. Votre repas est un morceau de pain dur et un oignon, que vous mâchez lentement, le goût de la poussière de charbon se mêlant à tout. Vous Dolène, échangez que quelques mots avec vos compagnons, des phrases courtes, essoufflées. Il n'y a pas de énergie à gaspiller. Puis le rythme reprend, implacable. Tchac. Tchac. Épuisement est si profond qu'il ressemble à un poison lent, engourdissant vos membres, brouillant vos pensées. Remonter à la surface, à la fin de la journée, n'est pas une libération. C'est simplement changer de prison, passer de l'obscurité du sous-sol, à la pénombre d'une vie sans espoir. Quitter la mine pour le vacarme de l'usine. Vous voici maintenant dans une filature, un immense hangar où des dizaines de métiers à tisser hurlent à l'unisson. Le bruit est une chose vivante, une bête monstrueuse qui vous frappe en pleine poitrine s'infiltre dans votre crâne, et ne vous quittera plus jamais, même dans vos rêves. C'est une symphonie industrielle de l'enfer, une cacophonie de métal, de cliquetis et de sifflements, qui rend toute conversation impossible.
L'air que vous respirez est une brume épaisse de poussière de coton. Des fibres si fines qu'elles tapissent vos poumons d'un linceul blanc. Vous voyez des femmes, des filles parfois, se mouvoir comme des automates dans cet environnement assourdissant, leur visage pâle et concentré, leurs gestes vifs et précis. Votre tâche, si vous étiez l'une d'elles, serait d'une simplicité désespérante. Surveiller les fils. Quand l'un d'eux casse, le rattacher. Encore et encore. Un geste répété des milliers de fois par jour, vos doigts agiles, dansant au milieu des mécanismes impitoyables. Une seconde d'inattention et la machine peut vous happer la main, vous broyer les doigts, vous marquer à vie. Vous observez une jeune fille, qui ne doit pas avoir plus de 10 ans, les yeux cernés par la fatigue, le dos déjà voûté. Elle ne joue pas, elle ne rêve pas. Elle est un rouage humain dans une immense mécanique, qui broie son enfance pour produire des mètres de tissu qu'elle ne pourra jamais s'offrir. Sa jeunesse s'effiloche, comme un mauvais fil de coton. La journée étire sur 12, parfois 14 heures. Il n'y a pas de pause, si ce n'est pour avaler à la hâte un morceau de pain en restant à son poste. Le tintement dans vos oreilles est devenu votre compagnon permanent, une sonnerie d'alarme qui ne prévient d'aucun danger. Car le danger est partout, tout le temps. Quand la cloche finale sonne enfin la libération, vous sortez en titubant, à moitié sourd, le corps vibrant encore au rythme des machines. Dehors, l'air frais vous semble étrange, presque violent. Vous rentrez dans un logis misérable, partagez une maigre soupe, et vous vous effondrez sur une paillasse, trop épuisé pour penser, trop las pour espérer. Le sommeil est un abîme sans fond, et demain le vacarme recommencera. Maintenant, sentez la chaleur. Une chaleur étouffante, suffocante, qui vous saisit dès que vous entrez. Vous êtes dans le fournil d'un boulanger, bien avant que le premier chant du coq ne déchire le silence de la nuit. La lueur orangée du four danse sur les murs couverts de suie et de farine, projetant votre ombre sur le sol. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la levure qui fermente, de la farine et de la sueur. Le boulanger, torse nu, le corps luisant, est déjà à l'œuvre. Il n'est pas un artisan délicat, il est un forçat, luttant contre la matière pour nourrir la ville qui dort encore. Sa journée commence quand celle des autres est loin d'être terminée dans le ventre brûlant de la cité. Le pétrissage est une danse brutale, un corps à corps avec des montagnes de pâtes. Le son est sourd, mat. Le bruit de la paume de la main qui s'enfonce dans la masse collante, le souffle rauque de l'effort. Vos bras sont des pistons, vos épaules des pivots. Vous poussez, vous pliez, vous retournez cette pâte vivante, encore et encore, jusqu'à ce que vos muscles crient, et que des gouttes de sueur perlent sur votre front, pour venir s'écraser dans le mélange. C'est le secret inavouable du bon pain, ce petit supplément de sel humain. Le rythme est immuable, dicté par le temps de lever de la pâte et la chaleur du four. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement pour la répétition épuisante du même cycle, nuit après nuit. Enfin, les pains sont façonnés, enfournés. L'odeur qui échappe du four est presque une récompense, une fragrance divine de croûte dorée et de mie chaude, qui contraste violemment avec la misère de votre condition. Vous sortirez vendre ces merveilles dans les rues, mais votre propre repas sera fait des invendus de la veille, ou d'un quignon de pain rassis. Vous êtes le créateur d'un plaisir quotidien pour des centaines de personnes. Mais ce plaisir vous est étranger. À la fin de votre journée, alors que le soleil est haut dans le ciel, vous vous coucherez pour quelques heures d'un sommeil lourd, un sommeil de plomb, avant de vous relever pour recommencer. Le cycle est aussi infini et parfait qu'une miche de pain bien ronde. Changez d'élément. L'air n'est plus chaud et sec, mais glacial et saturé d'humidité. Vous êtes sur le pont d'un bateau de pêche, avant l'aube. La mer est une étendue d'encre noire et hostile, et le vent vous gifle le visage avec des embruns glacés. Le froid s'insinue partout, à travers vos vêtements de laine rêche, jusqu'à vos os. L'odeur est un mélange puissant et entêtant de sel, de poisson, de goudron, et de peur. Le bateau tangue, danse sur les vagues dans une gigue imprévisible qui met votre estomac à épreuve. Vous êtes qu'une coquille de noix à la merci de l'océan, un géant indifférent qui peut vous donner la vie ou vous la reprendre en un instant, sans préavis. Le travail est une épreuve de force contre la nature. Remonter les lourds filets est une torture pour les mains, que le sel et le frottement de la corde ont déjà crevassé jusqu'au sang. Chaque vague qui écrase sur le pont menace de vous emporter par-dessus bord, de vous livrer aux profondeurs glaciales. Vous vous souvenez de Pierre ou de Jean, partis un matin comme celui-ci, et dont on n'a jamais retrouvé que quelques planches de sa barque. La mer est à la fois votre champ et votre cimetière. Vous tirez, vous hissez, le dos courbé, les muscles tétanisés par l'effort et le froid, en espérant que le fruit de votre labeur vaudra la peine, que les filets seront lourds de poissons argentés et non de déception. Le retour au port, des heures plus tard, est un soulagement mêlé d'épuisement. Vous débarquez votre prise, qui sera vendue pour une somme dérisoire. Votre part vous permettra à peine de nourrir votre famille. Vous rentrez chez vous,
sentant encore le mouvement de la houle sous vos pieds, l'odeur du poisson imprégné dans votre peau. Un bol de soupe chaude, et vous vous écroulez sur votre lit, tandis que le vent siffle à l'extérieur, vous rappelant que demain, il faudra repartir affronter le monstre. Votre sommeil est peuplé de vagues et de silences abyssaux, le sommeil de celui qui sait que sa tombe est liquide et toujours prête à l'accueillir. Maintenant vous êtes petit, très petit. L'espace autour de vous se rétrécit jusqu'à devenir un boyau vertical, sombre et suffocant. Vous êtes un ramoneur, un enfant dont la taille est un atout pour se glisser dans les cheminées. L'odeur est celle de la suie froide, une odeur âcre et poussiéreuse, qui vous pique la gorge. Les parois de briques sont rugueuses et froides contre votre peau. Le noir est total, absolu. Votre univers est ce conduit étroit, ce tube digestif de la maison qui vous avale. Votre seule mission est de monter, de grimper en vous aidant de vos genoux et de vos coudes écorchés, en grattant la suie qui s'accroche à vous comme une seconde peau. La montée est lente, douloureuse. Chaque mètre est une victoire contre la peur et la gravité. Vous respirez un air vicié, chargé de particules qui s'accumulent dans vos jeunes poumons, et vous font tousser, une toux sèche et profonde qui vous secoue dans votre prison de briques. Le risque est permanent, un faux mouvement et vous pouvez rester coincé, incapable de monter ou de descendre, condamné à une mort lente par suffocation. C'est une version bien réelle et sans point de sauvegarde d'un jeu vidéo conçu par un sadique. Vous pensez à la lumière, tout là-haut, ce petit disque pâle qui est votre seul objectif, votre seule promesse de salut. Atteindre le sommet est une renaissance. Vous sortez la tête de la cheminée, le visage noir, les yeux brillants dans le contraste. Vous respirez l'air frais à plein poumon, vous regardez les toits de la ville qui, étendent à vos pieds. C'est une vue de roi pour un travail d'esclave. La récompense est brève. Il faut redescendre, puis recommencer, encore et encore, pour quelques pièces. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas encore, que la suie qui noircit votre peau, noircit aussi votre avenir. Peu de ramoneurs atteignent l'âge adulte. C'est une vérité que personne ne dit, un tabou aussi épais que la crasse que vous grattez des murs. Revenez sur la terre ferme, mais pas pour vous reposer. Vous êtes assis sur le siège d'une charrette, tiré par un cheval fatigué. Vous êtes charretier. La route est une longue bande de boue ou de poussière, selon la saison. Le seul son qui vous accompagne pendant des heures est le cliquetis des sabots du cheval, le grincement des roues de bois, et le sifflement du vent. Le rythme est lent, monotone, hypnotique. Vous traversez des paysages qui changent avec une lenteur exaspérante. Votre corps est secoué par chaque ornière, votre dos est un nœud de douleur. Vous êtes à la merci des éléments, le soleil qui tape, la pluie qui vous transperce, la neige qui vous glace. Votre seule compagnie est votre cheval. Vous lui parlez, vous l'encouragez, il est votre partenaire dans cette existence solitaire. Les journées sont une succession de levers avant l'aube et d'arriver au crépuscule dans une auberge bruyante ou au bord d'un chemin. Votre repas est simple, un bloc de fromage, une miche de pain, une gorgée de vin aigre. Vous croisez d'autres visages sur la route, mais les échanges sont brefs. Chacun est enfermé dans sa propre solitude, son propre voyage. Le monde se déroule devant vous comme une tapisserie sans fin, et vous n'êtes qu'un fil anonyme qui la traverse. Votre vie est une ligne droite, un trajet d'un point A à un point B, répété à l'infini. Vous transportez les marchandises qui font vivre les autres. Le grain, le vin, les tissus. Vous êtes une artère vitale de ce monde. Mais vous êtes invisible. Vous dormez parfois à la belle étoile, près de votre chargement, l'oreille aux aguets pour surprendre les voleurs. Votre maison est ce siège inconfortable. Votre horizon est le dos de votre cheval. Chaque jour est identique au précédent, une longue méditation sur le mouvement et l'immobilité, sur la distance et l'épuisement. Et quand votre corps sera usé, un autre prendra votre place, et la charrette continuera de grincer sur la route. Mineurs, filandières, boulangers, pêcheurs, ramoneurs, charretiers. Tous unis par le même cycle implacable de labeur, et d'épuisement. Leurs corps sont les outils silencieux d'un monde qui ne s'arrête jamais. Leur vie, une monnaie d'échange contre la simple survie. Pour eux, la peur n'est pas celle d'un réveil dans un cercueil. La peur est celle du lendemain, de la maladie qui les empêchera de travailler, de l'accident qui les laissera estropiés, de la faim qui guette. Leur sommeil est si lourd, si proche de l'anéantissement, qu'une clochette serait bien inutile. Le silence de leur dernière nuit ne sera que écho du silence qui a accompagné leur vie de labeur. Mais la fatigue n'est qu'un prédateur lent. Il en existe d'autres, plus rapides, plus spectaculaires. Votre lieu de travail n'est pas seulement un lieu d'épuisement, c'est un champ de mine où chaque journée est une traversée hasardeuse. Le danger n'est pas une possibilité, il est une certitude statistique.
Une dette que quelqu'un finira bien par payer. Vous ne vous demandez pas si un accident arrivera, mais quand et à qui. Vous regardez vos mains, vos bras, votre corps entier, non pas comme une possession, mais comme un capital précaire, un outil de travail qui peut se briser à tout instant, sans la moindre possibilité de service après-vente. Chaque matin, en franchissant le seuil de l'usine ou en descendant dans la mine, vous concluez un pacte tacite avec le hasard, en espérant qu'il choisira de regarder ailleurs, juste pour aujourd'hui. Imaginez-vous dans une fabrique d'allumettes. Vous êtes une jeune fille, et votre travail consiste à tremper de fines baguettes de bois dans une pâte de phosphore blanc. La tâche est simple, répétitive, presque ludique. Il y a même une certaine magie dans cette substance qui luit d'une lueur verdâtre dans la pénombre de l'atelier. Vos mains, votre tablier, même vos cheveux, se parent de cette étrange phosphorescence quand la nuit tombe. Vous devenez une sorte de fée industrielle, une luciole humaine. Mais cette magie a un prix. L'air que vous respirez est saturé des vapeurs de ce poison. D'abord, c'est une simple rage de dents. Puis une autre. Votre mâchoire devient douloureuse, enflée. Une odeur nauséabonde, une odeur de pourriture, commence à émaner de votre bouche. C'est ce que les médecins appellent la nécrose maxillaire phosphorée. Vos collègues, elles, l'appellent plus simplement la mâchoire de phosphore. Le mal progresse avec une lenteur sadique. Le tissu de vos gencives se rétracte, la douleur devient un brasier constant qui vous empêche de manger, de dormir. Puis, l'os de votre mâchoire exposé à l'air, commence littéralement à mourir et à se désagréger. Dans l'obscurité, votre propre squelette se met à luire à travers votre peau, une vision d'horreur sortie d'un conte macabre. Le médecin, impuissant, ne peut que proposer une solution radicale. L'ablation. L'ablation de votre mâchoire inférieure, vous laissant défiguré, incapable de parler ou de manger correctement pour le restant de vos jours. Vous regardez les autres filles, si jeunes, et vous vous demandez laquelle sera la prochaine à payer le tribut pour que le monde puisse allumer ses cigares et ses bougies sans effort. Si l'ici était le prix à payer pour apporter la lumière. Une partie de votre visage. Revenons à l'enfant ramoneur, ce petit corps agile que vous avez accompagné sur les toits. Sa profession aussi a sa maladie signature. Une affection si spécifique qu'elle porte son nom. Le cancer des ramoneurs. La suie, cette poudre noire et grasse qui le recouvre en permanence, n'est pas inerte. Elle est corrosive, cancérigène. Elle s'infiltre dans chaque pli de sa peau, s'accumule, irrite. Les vêtements sont rarement lavés, le corps encore moins. La crasse devient une seconde nature. Puis, des années plus tard, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, des lésions apparaissent. Des verrues douloureuses dans les parties les plus intimes de son corps. C'est une maladie de la honte, une tumeur qui grandit dans le secret, attribuée à la débauche plutôt qu'à l'innocence sacrifiée d'un travail d'enfant. Le médecin, s'il est consulté, hausse les épaules. Il n'y a rien à faire, sinon attendre. La cheminée qui lui a donné son pain quotidien finit par le dévorer de l'intérieur. Puis il y a les accidents, les brutaux, ceux qui ne laissent pas le temps à la maladie de s'installer. Vous êtes dans une aciérie. La chaleur est celle d'une forge infernale, le bruit est un tonnerre continu de métal qui s'entrechoque. Vous regardez une immense cuve de métal en fusion, une soupe d'acier bouillonnant qui luit d'un blanc aveuglant. Une simple éclaboussure peut vous brûler jusqu'à l'os. Un homme glisse sur un sol gras, un cri bref, et il disparaît dans le creuset. Il n'y a pas de corps à récupérer. Il fait désormais partie de l'acier qui sera laminé demain. Ou vous êtes dans la filature, et la main d'une femme est tapée par les engrenages. La machine ne s'arrête pas. Le cri est couvert par le vacarme. On la dégage, on l'emporte, et une autre prend sa place avant même que le sang n'ait séché sur le sol. Vous n'êtes pas un employé, vous êtes une pièce interchangeable. Et les pièces cassées, on les jette. Les dangers ne se cachent pas seulement sur votre lieu de travail, ils vous attendent patiemment à la maison dans votre assiette. La nourriture, cette promesse de réconfort et d'énergie, est elle aussi un champ de mine. Vous achetez une miche de pain chez le boulanger. Elle est lourde, d'un blanc immaculé. Vous vous félicitez de votre achat. Mais en la mangeant, vous sentez comme un léger grincement sous la dent. Ce n'est pas votre imagination. Pour rendre le pain plus lourd et plus blanc, certains y ajoutent de la lin, de la craie, voire de la poudre d'os. Vous payez pour du pain, mais vous mangez un peu de minéral, un peu de cimetière. Votre estomac proteste, vos intestins souffrent, mais comment savoir? La faim justifie les moyens, et surtout ceux des autres. Le lait que vous donnez à vos enfants est d'une belle couleur blanche, mais il est étrangement aqueux. Il a été coupé, allongé avec de l'eau tirée d'une source douteuse. Pour lui redonner une consistance crémeuse et masquer la supercherie, on y ajoute parfois de la cervelle de mouton broyée, de l'amidon, ou du plâtre. Vous pensez donner la vie, mais vous servez une potion chimique qui peut apporter la maladie. Votre bière, à la taverne, a cette amertume si rafraîchissante.
Provient-elle vraiment du houblon? Ou de la strychnine, ajoutée en petite quantité pour imiter le goût et fidéliser le client, au risque de le faire trembler un peu plus chaque jour? Et ce morceau de viande, d'un rouge si appétissant sur elle, étale du boucher? Il pourrait provenir d'un animal mort de maladie, sa couleur ravivée par une touche de salpêtre. Chaque repas est un acte de foi, un pari sur l'honnêteté d'une chaîne de production totalement opaque. Bon appétit, bien sûr. Et lorsque votre corps, usé par le travail et empoisonné par la nourriture, finit par céder, vous vous tournez vers la science. Ou du moins, ce qui en tient lieu. Vous avez la fièvre, une toux qui vous déchire la poitrine. Le médecin arrive, solennel. Il ne vous ausculte pas vraiment, il vous observe, renifle l'air de la pièce et pose son diagnostic. Un excès de sang, un déséquilibre de vos humeurs. La solution est évidente. La saignée. Il sort sa lancette, et vous regarde vous vider de vos forces, convaincu de vous faire du bien. Vous vous sentez plus faible, mais c'est le signe que le traitement fonctionne, n'est-ce pas? Il vous purge, vous fait vomir, affaiblissant encore un organisme qui aurait besoin de toutes ses ressources pour combattre. C'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Si le médecin est trop cher, il vous reste les remèdes de bonne femme, ou les potions de l'apothicaire. Contre vos rhumatismes, on vous conseille un cataplasme de bouse de vache fraîche. Pour guérir une plaie, une application de toile d'araignée moisie, ce qui, par un hasard extraordinaire, fonctionne parfois grâce à la pénicilline naturelle. On vous vend des poudres miraculeuses, comme la poudre de sympathie, qui ne doit pas être appliquée sur la blessure, mais sur l'arme qui l'a causée. On trouve des remèdes à base de crâne humain broyé, de graisse de pendu ou de sang de vipère. Face à la douleur et à la peur de la mort, la logique s'efface devant l'espoir le plus insensé. Vous avalez des mixtures improbables, vous vous soumettez à des rituels étranges, vous vous accrochez à n'importe quelle promesse. Après tout, qu'avez-vous à perdre? Le monde est un piège aux multiples facettes. Si vous échappez à l'effondrement de la mine, vous risquez la nécrose dans l'usine. Si vous survivez à l'usine, le pain peut vous empoisonner. Si le pain vous épargne, le médecin peut vous achever. Chaque porte de sortie mène à une autre pièce du labyrinthe, un autre danger. Vivre, dans ce contexte, n'est pas un état, c'est une performance, un numéro de dés, équilibriste au-dessus d'un vide peuplé de monstres. Alors, cette petite clochette sur la tombe, cette peur luxueuse d'un réveil sous terre, semble presque dérisoire, presque charmante. C'est la peur de ceux qui ont réussi à naviguer à travers tous les autres périls. Pour les autres, la mort n'est pas un accident de parcours. Elle est la destination finale d'une route très bien balisée. Alors laissons les accidents brutaux, les morts spectaculaires et théâtrales. Laissons le métal en fusion et les engrenages affamés. Il existe une fin bien plus intime, plus lente, qui ne fait pas de bruit. Elle ne frappe pas, elle s'installe. Elle vient de l'intérieur, portée par l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, le contact d'une autre main. Elle est la compagne invisible de chaque instant. La loterie silencieuse, à laquelle tout le monde participe sans le savoir. Les maladies sont les véritables souveraines de cette époque. Des reines capricieuses, qui choisissent leur sujet au hasard, sans se soucier des mérites ou des fautes. Elles ne sont pas un dysfonctionnement du corps, elles sont une forme de vie alternative, parasite, qui épanouie dans la faiblesse, la promiscuité et la misère. Il y a d'abord la plus poétique, la plus littéraire des tueuses, la phtisie, la consomption. La tuberculose. Elle n'arrive pas comme un coup de tonnerre, mais comme un murmure, une toux discrète que vous ignorez pendant des semaines. Puis la toux devient plus profonde, plus insistante. Une ponctuation rauque qui rythme vos journées. Vous vous sentez fatigué, d'une fatigue qui ne ressemble à aucune autre, une lassitude qui semble venir de la âme elle-même. Vos joues se colorent d'un rose délicat, une touche de fièvre, qui vous donne bonne mine, une beauté tragique et éphémère. Vos proches vous disent que vous avez l'air bien, sans voir que c'est la maladie qui peint votre portrait funèbre. Lentement, insidieusement, elle vous dévore de l'intérieur, transformant vos poumons en une sorte de dentelle fragile et sanglante. Vient ensuite le typhus, la fièvre des prisons, la maladie de la crasse. Contrairement à la phtisie, il n'a rien de romantique. Il est brutal, soudain. Il naît de la saleté, transmis par les poux qui prospèrent dans les paillasses, et les vêtements rarement lavés. Un jour, vous allez bien. Le lendemain, un mal de tête foudroyant vous cloue au lit, suivi d'une fièvre si intense que votre corps devient un brasier. La réalité se déforme, se fissure. Vous entrez dans un délire peuplé de cauchemars éveillés, vos paroles n'ont plus de sens. Votre peau se couvre de petites taches violacées, comme si quelqu'un avait parsemé votre corps de fleurs de pourpre. Vous êtes là, mais vous êtes plus là.
Votre esprit a quitté les lieux, laissant derrière lui une carcasse brûlante qui se débat contre des fantômes. Beaucoup ne reviennent jamais de ce voyage. Et puis, il y a la variole, la petite vérole. C'est peut-être la plus cruelle, car elle ne se contente pas de tuer, elle humilie, elle défigure. Elle commence comme une grippe, avec de la fièvre et des douleurs. Puis les boutons apparaissent. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, des centaines, qui couvrent votre visage, votre corps tout entier. Ce ne sont pas de simples boutons. Ce sont des pustules qui se remplissent d'un liquide trouble, qui vous démangent au point de vous rendre fou. Elles confluent formant des plaques purulentes. L'odeur qu'elles dégagent est celle de la décomposition. Si vous survivez, si la fièvre finit par tomber, vous êtes plus le même. Votre visage est une carte, un paysage de cratères et de cicatrices. Vous êtes un grêlé. Chaque fois que vous croiserez un miroir, vous porterez le souvenir de votre bataille. Une signature indélébile qui raconte à tous que vous avez dansé avec la mort, et qu'elle vous a laissé un souvenir. Ces grandes maladies spectaculaires ne sont que la noblesse de la souffrance. Pour le commun des mortels, il y a la roture des maux, les empoisonnements alimentaires ordinaires, si fréquents qu'ils n'ont même pas de nom. Ce morceau de porc qui, était pas tout à fait frais, cette eau puisée un peu trop près des latrines. La punition est rapide, et sans dignité. Des crampes qui vous tordent les entrailles comme si une main invisible essayait de faire des nœuds avec vos intestins. Des vagues de nausées, suivies de vomissements violents qui vous laissent pantelants, vidés. La fièvre, les sueurs froides, la diarrhée qui vous enchaîne à votre peau de chambre. Vous vous sentez devenir un simple tube digestif en révolte. Ce n'est pas une agonie noble, c'est une misère sordide qui vous rappelle votre condition animale, la fragilité de cette mécanique complexe que vous habitez. Quand le corps lâche, quand la fièvre monte, et que la douleur devient insupportable, il reste un dernier espoir, un dernier recours, l'hôpital. Mais ne vous imaginez pas un lieu de guérison et de quiétude. Poussez la porte. La première chose qui vous frappe, ce n'est pas la vue, c'est l'odeur. C'est une chose complexe, une entité vivante et suffocante. C'est l'odeur de la maladie elle-même, un mélange de sueur rance, d'urine, de sang séché, de pus et de peur. S'y ajoute l'odeur de la mort qui rôde, cette senteur douceâtre et écœurante de la gangrène. Et par-dessus tout, pour tenter de masquer l'inavouable, des relents d'encendés, églises, ou les premières tentatives d'asepsie, l'odeur chimique et agressive de l'acide phénique, qui se mêle à la puanteur sans jamais la vaincre. Votre regard s'habitue à la pénombre. Vous êtes dans une salle immense, interminable, un dortoir de la douleur. Des dizaines de lits sont alignés en rangées serrées, si proches les uns des autres, que vous pourriez toucher votre voisin en tendant le bras. Il n'y a aucune intimité, aucune dignité. Votre souffrance est publique, exposée aux yeux de tous. Vous êtes un spectacle pour les autres, comme ils sont un spectacle pour vous. La salle est une mer de gémissements, de toux caverneuses, de prières murmurées et de cris étouffés. C'est une symphonie de la misère humaine, et vous venez d'en devenir l'un des musiciens. On vous conduit à votre lit, ou plutôt, à votre moitié de lit. Il n'est pas rare de devoir partager son espace avec un autre malade, un inconnu dont vous ne savez rien, sinon qu'il souffre autant que vous. Le matelas est une paillasse remplie de paille, qui a vu passer bien d'autres corps avant le vôtre. Il est bosselé, taché de fluide, que votre esprit refuse d'identifier. Les draps, si on peut les appeler ainsi, sont rêches, grisâtres, et changés avec une parcimonie qui défie l'entendement. En vous allongeant, vous sentez la présence d'autres formes de vie. Les puces, les poux, les punaises, les locataires permanents de ce royaume de la décrépitude. Le matin se lève. Il n'est pas annoncé par le chant des oiseaux, mais par le bruit des seaux et le palourd des infirmiers. La lumière blafarde qui filtre par les hautes fenêtres sales, révèle un paysage de corps épuisés, de visages cireux. C'est l'heure de la toilette. On passe avec une bassine d'eau froide, et un chiffon qui a déjà servi pour 10 autres patients. Un passage rapide sur le visage et les mains. C'est un simulacre d'hygiène. Un geste symbolique qui ne fait que déplacer la saleté. Le petit déjeuner arrive, une écuelle de bouillie tiède et insipide, ou une soupe claire dans laquelle flottent quelques légumes fatigués. Puis, c'est le moment le plus attendu et le plus redouté, la visite du médecin. Il arrive, suivi d'une cohorte d'étudiants qui vous regardent avec la curiosité froide qu'on réserve à une pièce de musée inhabituelle. Le médecin ne vous touche pas, ou si peu. Il vous observe, vous pose une ou deux questions, écoute votre poitrine à travers plusieurs couches de vêtements. Son diagnostic est rapide, confiant, et souvent basé sur des théories vieilles de plusieurs siècles. Il parle de miasme, de déséquilibre des humeurs, de bile noire et de sang vicié. Il est le grand prêtre d'une religion dont les dogmes sont aussi solides que de la fumée. La prescription est presque toujours la même, quelle que soit la maladie. La saignée, bien sûr. L'infirmier arrive avec ses lancettes et sa bassine.
Vous le regardez ouvrir votre veine, et vous observez votre propre sang, votre force vitale, écoulée dans le récipient. Vous vous sentez de plus en plus faible, mais on vous assure que c'est le signe que le mal vous quitte. On vous administre aussi des purgatifs, des vomitifs, des potions conçues pour vider votre corps par tous les orifices possibles. L'idée est d'expulser la maladie. En pratique, on expulse surtout ce qui vous reste de force pour la combattre. Le reste de la matinée étire dans une monotonie angoissante. Vous écoutez les bruits de la salle. La toux incessante du voisin de droite, atteint de phtisie. Le délire du patient d'en face, qui parle à des personnes invisibles. Le silence soudain d'un lit un peu plus loin. Un silence plus lourd, plus définitif que tous les bruits. Vous voyez les sœurs souvent des religieuses se déplacer entre les lits. Leurs gestes sont lents, mesurés. Elles apportent un peu d'eau, changent un pansement, murmurent une prière. Elles sont le seul réconfort dans cet enfer, des ombres blanches de compassion dans un monde de souffrance. Parfois, un bruit différent se fait entendre, venant d'une autre aile du bâtiment. Des cris aigus, inhumains, qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez déjà entendu. Ce sont les bruits de la salle d'opération. Il n'y a pas d'anesthésie, ou alors une simple rasade d'alcool ou un morceau de bois à mordre. On ampute une jambe gangrénée. On retire une pierre de la vessie. On trépane un crâne. Vous entendez le bruit de la scie sur l'os, les supplications du patient, puis le silence. Vous priez pour ne jamais avoir à franchir la porte de cette pièce. Le repas de midi est une répétition de celui du matin. Une soupe, un morceau de pain dur. Vous n'avez pas faim, mais on vous force à manger. C'est une autre forme de torture douce. L'après-midi est le moment le plus long. Il n'y a rien à faire, sinon attendre. Attendre que la douleur passe, attendre la prochaine visite, attendre la fin. Un rayon de soleil traverse parfois la salle. Une lame de lumière dorée qui se déplace lentement sur le sol, illuminant les particules de poussière et les miasmes en suspension. C'est un spectacle d'une beauté absurde et poignante. C'est l'heure des visites. Un flot de parents, d'amis vient rompre la monotonie. Ils apportent une orange, un peu de bouillon, des nouvelles du monde extérieur. Mais leur présence est souvent maladroite. Ils ne savent pas quoi dire face à la maladie, face à l'odeur, face à la proximité de la mort. Ils restent quelques minutes, le regard fuyant, et repartent presque avec soulagement, vous laissant à votre solitude. Vous les regardez éloignés, et vous les enviez. Ils retournent à la vie, tandis que vous restez ici, dans l'antichambre de la mort. La lumière du jour commence à décliner. Les ombres s'allongent dans la grande salle, transformant les lits en sarcophages, les malades en gisant. Une sœur passe pour allumer quelques lampes à huile. La lumière est faible, vacillante. Elle crée plus d'ombre qu'Hélène, éclaire. L'atmosphère change, devient plus pesante, plus angoissante. La nuit, à l'hôpital, est un territoire différent, gouverné par la peur. Les bruits de la journée s'estompent, laissant place à une acoustique plus intime et plus terrifiante. Vous entendez chaque respiration, chaque murmure, chaque gémissement. La toux de votre voisin semble plus forte, plus déchirante dans le silence. Vous entendez le bruit des rats qui courent le long des murs. Et puis, il y a ce son particulier, que vous apprenez vite à reconnaître. Le râle. Ce bruit de gorge, ce gargouillis rauque, qui annonce que quelqu'un est en train de perdre sa dernière bataille contre la suffocation. C'est le son de la mort qui travaille. Quand vous l'entendez, tout le monde se tait. On écoute, on attend. Le râle peut durer des heures. C'est une agonie sonore, partagée par toute la salle. Puis, le son s'arrête. Le silence qui suit est assourdissant. Vous attendez quelques minutes. Puis vous voyez deux ombres s'approcher du lit. Ce sont les infirmiers de nuit. Sans un mot, avec une efficacité née de l'habitude, ils tirent un drap sur le visage du défunt. Ils soulèvent le corps qui n'est déjà plus qu'une chose, et l'emportent. Le lendemain matin, le lit sera occupé par un autre. Le cycle continue, implacable. Vous essayez de dormir mais le sommeil ne vient pas. Vous pensez à l'homme qu'on vient d'emporter. Vous vous demandez si votre tour viendra cette nuit. Chaque douleur, chaque frisson, chaque difficulté à respirer, est un signe potentiel. Vous êtes hyper conscient de votre propre corps, de sa fragilité. La peur est une chose physique, une boule froide dans votre estomac. Le lit partagé avec un étranger devient une source d'angoisse supplémentaire. Est-ce que son souffle est régulier? Est-il encore en vie? Et s'il mourait à côté de vous pendant votre sommeil? Si la douleur est trop forte, vous pouvez appeler une sœur. Elle viendra peut-être avec une potion à base de laudanum, une teinture d'opium. C'est la seule bénédiction de cet endroit. Quelques gouttes, et la douleur s'estompe, la peur recule. Vous vous enfoncez dans une torpeur cotonneuse, un état second entre la veille et le sommeil, où les bruits de la salle vous parviennent comme de très loin. C'est un répit, mais vous savez qu'il est temporaire. Demain,
tout recommencera. Votre journée à l'hôpital n'est qu'une répétition, une variation sur le même thème de la souffrance et de l'attente. Face à un tel tableau, on comprend pourquoi beaucoup préfèrent rester chez eux et se tourner vers d'autres formes de médecine. Si vous avez un peu d'argent, vous pouvez faire venir un guérisseur, une rebouteuse. Ces personnages sont à mi-chemin entre l'herboriste et le sorcier. Ils n'ont pas de diplôme, mais ils ont une connaissance ancestrale des plantes, et surtout, un sens de la psychologie bien plus développé que celui des médecins. Ils vous écoutent, vous rassurent, et vous donnent des tisanes, des onguents, des cataplasmes aux recettes secrètes. Leurs remèdes sont parfois efficaces, souvent inoffensifs, mais leur simple présence est un baume. Pour les femmes, le moment le plus dangereux de la vie est l'accouchement. Et là encore, le choix est crucial. Il y a la sage-femme traditionnelle, une voisine, une femme du village qui a assisté à des dizaines de naissances. Elle a l'expérience, la patience. Elle sait quand il faut attendre, quand il faut agir. Elle utilise des gestes simples, du bon sens. Et puis il y a le médecin, ou l'accoucheur, avec ses nouvelles théories, ses instruments en métal froid, comme les forceps. Entre ses mains, un accouchement qui aurait pu bien se passer peut se transformer en boucherie, causant des déchirures mortelles pour la mère, ou des lésions irréversibles pour l'enfant, sans parler des infections transmises par des mains et des outils jamais lavés. Et quand toutes les batailles sont perdues, quand la médecine officielle et les remèdes de bonne femme ont échoué, il reste la dernière demeure, le cimetière. Là encore, oubliez l'image d'un lieu de paix et de recueillement. Les cimetières des villes sont surpeuplés, des parcelles de terre surexploitées, où l'on entasse les morts les uns sur les autres. On creuse une fosse, on y dépose un cercueil, et quelques mois plus tard, on creuse au même endroit pour en mettre un autre, exhumant des restes qui n'ont pas encore eu le temps de retourner à la poussière. Pour les pauvres, ou en période d'épidémie, il n'y a même pas de cercueil individuel. C'est la fosse commune, une tranchée où l'on jette les corps recouverts d'une fine couche de chaux vive. C'est dans ce contexte, dans ce mépris de la dépouille, que la peur d'être enterré vivant prend tout son sens. Ce n'est pas seulement la peur de suffoquer. C'est la peur de se réveiller au milieu des morts, dans l'anonymat d'une terre qui a déjà oublié votre nom. La petite clochette n'est pas qu'une assurance contre une erreur médicale. C'est une dernière tentative désespérée de conserver son individualité, même face à l'oubli. Laissez donc le cimetière à son silence boueux et à ses angoisses souterraines. La vie, ou ce qui en tient lieu, vous rappelle à elle avec l'insistance d'un créancier. Elle se joue sur la place publique, dans le vacarme des rues, sous le regard permanent des autres. Car dans ce monde où l'intimité est un luxe aussi rare qu'un bain chaud, votre réputation est votre seule véritable possession, votre plus précieux capital. Elle est une construction fragile, un édifice bâti sur des rumeurs, des regards, des mots chuchotés derrière un éventail ou au fond d'une chope. Elle se gagne en décennies de labeur et de piété ostentatoire, et se perd en un instant, pour un mot de trop, une jupe soulevée un peu trop haut, une dette non honorée. Chaque sortie est une performance, chaque conversation, un examen. Vous êtes scruté, jugé, classé en permanence par un tribunal populaire invisible et impitoyable, une sorte de réseau social en chair et en os, mais sans bouton pour bloquer les importuns. Votre quotidien est ainsi régi par un code non écrit, un ensemble de superstitions et de croyances populaires bien plus puissants que les lois des hommes, ou les commandements de Dieu. Vous ne passez jamais sous une échelle, vous jetez une pincée de sel par-dessus votre épaule gauche pour aveugler le diable qui s'y tient, vous ne croisez jamais les couverts sur la table. Vous craignez le mauvais œil plus que épidémie. Cette malveillance invisible, projetée par un regard envieux, capable de faire tourner le lait, de rendre un enfant malade, ou de faire échouer une affaire. Pour vous en prémunir, vous portez des amulettes, vous faites des signes de cornes discrets, vous murmurez des incantations apprises de votre grand-mère. C'est une religion parallèle, païenne et tenace, qui se pratique dans l'ombre des églises, une assurance spirituelle contre les caprices d'un monde sans logique apparente. La science est lointaine et incertaine, mais le pouvoir d'une mèche de cheveux cousue dans un ourlet, lui, est une certitude tangible. Assister à un mariage. Ce n'est pas l'union romantique de deux âmes, c'est une transaction commerciale, une alliance stratégique entre deux familles. La cérémonie a mis à Chelles, église est le prétexte solennel à une fête qui la suit, une explosion de vie païenne et débridée. La mariée, dans sa robe la plus belle, avance vers l'autel, le visage grave, consciente que son avenir ne lui appartient plus. Après les serments et l'odeur d'encens, la foule se déverse dans la rue, puis dans une salle, ou une grange pour le banquet. Les tables ploient sous le poids des viandes rôties, des tourtes, et des pichets de vin. La musique est forte, jouée par des violoneux, à la justesse approximative. On mange avec les doigts, on boit jusqu'à l'ivresse, on danse des rondes endiablées qui font trembler le plancher. C'est un rituel de fertilité à grande échelle, bruyant et un peu désespéré, une façon de crier à la face de la mort que la vie continue, que le cycle se perpétue,
même si c'est au prix de la liberté d'une jeune fille. Le contrepoint de cette exubérance est l'enterrement. Quand la mort frappe, la communauté se resserre à nouveau, mais dans un silence lourd de crainte et de respect. La veillée funèbre est un moment crucial. Le corps est exposé dans la meilleure pièce de la maison, entouré de bougies pour guider son âme et éloigner les mauvais esprits. Les miroirs sont voilés, pour que le défunt ne s'y voie pas et ne soit pas tenté de rester. Les voisins défilent, non seulement pour présenter leurs condoléances, mais aussi pour s'assurer que le mort est bien mort, une dernière vérification avant l'irréparable. Le cortège funèbre qui accompagne le cercueil au cimetière est une procession lente et silencieuse. On pleure, on prie, mais une fois le corps mis en terre, il y a une hâte palpable à retourner parmi les vivants, à fermer la porte sur celui qui a franchi la frontière. La peur de la contagion se mêle à la peur superstitieuse que le mort ne soit pas tout à fait parti, qu'il puisse revenir réclamer son dû. Puis, 1 ou 2 fois par an, le carcan des convenances explose lors des grandes fêtes populaires, comme le carnaval. Pendant quelques jours, le monde est mis sens dessus-dessous. C'est une soupape de sécurité collective, une folie organisée. Les rues se remplissent d'une foule masquée et costumée. Les hiérarchies sociales s'effacent. Le pauvre peut se moquer du riche, l'homme se déguiser en femme, le laïc en prêtre. L'alcool coule à flot dès le matin, les odeurs de friture et de vin chaud se mêlent à la puanteur habituelle des rues. C'est une explosion sensorielle, un chaos libérateur. Mais cette liberté a un coût. Les bourses sont coupées, les querelles de longue date se règlent à coups de poing dans une ruelle sombre, et bien des jeunes filles se retrouveront enceintes 9 mois plus tard, sans trop savoir comment. C'est la revanche du corps sur l'esprit, de l'instinct sur la morale, une parenthèse dangereuse et nécessaire avant le retour à l'ordre. L'information, ou plutôt la rumeur, circule à la vitesse de la parole dans ce monde avide d'histoire. Dans les tavernes, sur les marchés, des colporteurs vendent des feuilles volantes, des canards, qui relatent des faits divers sanglants, des miracles invraisemblables, ou des apparitions monstrueuses. Un folletin de 1842, par exemple, décrivait avec force détail la naissance d'un enfant à 2 têtes dans un village voisin, preuve irréfutable de la colère divine ou d'une union contre nature. Ces récits, souvent illustrés de gravures sur bois grossières, sont lus à voix haute aux analphabètes, commentés, déformés, amplifiés, jusqu'à devenir des vérités établies. Ils façonnent une vision du monde où le surnaturel est une évidence, où chaque événement inhabituel est un signe à interpréter. Croire à l'homme loup ou au châtiment divin est bien plus rassurant que d'admettre que le malheur peut frapper au hasard, sans raison ni explication. La taverne est le cœur battant de cette vie sociale. C'est bien plus qu'un lieu où l'on boit, c'est le bureau, la salle de réunion et le théâtre du petit peuple. C'est là que les contrats se signent d'une croix, que les nouvelles du royaume arrivent, déformées par des semaines de voyage, que les mariages s'arrangent, et que les réputations se défont. Vous écoutez les conversations, vous apprenez qui a fait faillite, qui trompe sa femme, qui a été vu en train de parler au guérisseur. Chaque table est une île, mais les oreilles sont des ponts. Le silence est suspect, la solitude est une tare. Vous devez être vu, vous devez participer à ce grand brassage de paroles et de regards, même si vous n'avez rien à dire. S'isoler, c'est s'exposer aux soupçons, c'est devenir une page blanche sur laquelle les autres écriront les pires histoires. Le corps lui-même est un territoire de tabou. Dans une promiscuité où des familles entières dorment dans la même pièce, où les besoins se font dans un pot de chambre partagé, le paradoxe est que l'on ne parle jamais de ce qui touche à l'intimité. La menstruation est une souillure secrète, la sexualité une dette conjugale obscure et silencieuse, la maladie une honte qu'on cache le plus longtemps possible. On lave son linge sale en famille, au sens propre comme au figuré. Cette pudeur extrême contraste de manière saisissante avec la brutalité et le manque d'hygiène du quotidien. C'est une tentative désespérée de préserver une frontière, une dignité, quand toutes les autres barrières physiques sont abolies. On peut partager son pain, son lit et ses puces, mais on ne partage pas le secret de son propre corps. La religion officielle, avec ses rituels grandioses et ses dogmes complexes, flotte au-dessus de tout cela comme un ciel lointain. Vous allez à la messe le dimanche, vous vous confessez 1 fois par an, vous craignez le feu de l'enfer. C'est le cadre, la structure. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un christianisme teinté de paganisme qui prévaut. Vous priez la Vierge Marie, mais vous consultez aussi la rebouteuse pour une entorse. Vous allumez un cierge à Saint-Antoine pour retrouver un objet perdu. Mais vous nouez aussi un ruban rouge au berceau de votre nouveau-né pour le protéger des fées. Elle, Église offre le salut de elle, âme pour l'au-delà. Les vieilles croyances offrent des solutions concrètes et immédiates pour les problèmes d'ici-bas. Il n'y a pas de contradiction dans votre esprit, seulement une accumulation de protection. On ne sait jamais. Ainsi, votre vie est une pièce qui se joue sur une scène publique, devant un public exigeant. Les actes sont codifiés, les dialogues sont attendus. Le mariage est une comédie de la prospérité, l'enterrement une tragédie du respect, le carnaval une farce exutoire. Les superstitions sont les indications du metteur en scène, les tabous sont les murs invisibles du décor. Vous jouez votre rôle du mieux que vous pouvez, car sortir du personnage,
c'est risquer l'exclusion, la mort sociale qui précède souvent la mort physique. Et le soir, quand les portes sont fermées et que le silence se fait, vous vous retrouvez seul avec le seul spectateur qui compte vraiment, vous-même. Et c'est là, dans cette obscurité, que les peurs que le vacarme de la journée avait réussi à couvrir, reviennent murmurer à votre oreille. La peur de la maladie, la peur de la faim, et cette angoisse persistante et feutrée d'un silence final qui pourrait, peut-être, ne pas être tout à fait final. Pourtant, même dans la nuit la plus profonde, des lueurs finissent toujours par percer. Lentement, presque timidement au début, des murmures élèvent contre cet ordre immuable de la souffrance. Ce ne sont pas encore des révolutions, mais des idées, des observations, des prises de conscience aussi fragiles qu'une flamme de bougie dans un courant d'air. Un médecin, quelque part, commence à se demander si se laver les mains entre deux patients ne serait pas une précaution utile. Un autre, regardant au microscope une goutte d'eau croupie, y découvre un monde grouillant et invisible, un univers d'ennemis potentiels. L'odeur d'acide phénique, qui commençait à imprégner les hôpitaux, n'est plus seulement un parfum pour masquer la mort, elle devient une arme, la promesse d'une nouvelle forme de guerre contre l'infiniment petit. La science, cette magie lente et méthodique, commence à poser des mots sur les terreurs anonymes, à nommer les fièvres, à comprendre la contagion. Chaque découverte est une petite clochette qui sonne, non pas depuis une tombe, mais depuis un laboratoire, signalant que l'humanité n'est peut-être pas condamnée à subir en silence. Et cette prise de conscience étend au-delà des murs de l'hôpital, elle s'infiltre dans les esprits des urbanistes, des ingénieurs, des politiques. On regarde les villes non plus comme des fatalités organiques, mais comme des systèmes que l'on peut corriger, améliorer. Le bruit que vous entendez n'est plus seulement celui des charrettes, mais celui des pioches qui éventrent les vieux quartiers, non par simple désir de modernité, mais pour laisser entrer l'air et la lumière. On creuse des tranchées gigantesques, non pas pour les morts, mais pour les vivants, les égouts. C'est une chirurgie urbaine, douloureuse, qui déplace des familles et détruit des souvenirs, mais qui vise à séparer enfin l'eau que l'on boit de celle que l'on jette. Si aujourd'hui vous ouvrez un robinet, et qu'une eau claire et fraîche en jaillit, sans la moindre hésitation, sans la moindre prière, souvenez-vous que ce geste si simple est le point final d'une guerre titanesque et silencieuse menée contre des siècles de saleté et d'ignorance. Le vacarme des usines, lui aussi, commence à être couvert par un autre bruit, celui des voix qui s'unissent. Le murmure de la résignation se transforme peu à peu en chant de colère, puis en revendication organisée. L'idée, autrefois impensable, qu'un travailleur n'est pas une machine, que son corps n'est pas une ressource inépuisable, commence à faire son chemin. Des lois sont votées, timides au début, interdisant le travail des enfants les plus jeunes dans les mines, limitant la journée de travail à 12, puis 10 heures. C'est une révolution conceptuelle. Le temps de la vie n'appartient plus entièrement au patron. Si aujourd'hui votre journée de travail a une fin, si vous avez des droits, des protections, si l'idée qu'un enfant puisse travailler au fond d'une mine ou dans une fabrique d'allumettes vous semble monstrueuse, c'est parce que ces ombres silencieuses, ces visages couverts de suie et de poussière de coton, ont décidé un jour de crier. Ils ont sonné leur propre cloche, pour signaler qu'ils étaient bien vivants et qu'ils refusaient d'être enterrés avant l'heure. Même le contenu de votre assiette devient un champ de bataille. La prise de conscience que le pain à la craie et le lait au plâtre ne sont pas des fatalités mais des fraudes, conduit aux premières lois sur la sécurité alimentaire. Des inspecteurs, armés de microscopes et de réactifs chimiques, commencent à arpenter les marchés, à prélever des échantillons, à traquer les empoisonneurs du quotidien. C'est le début d'un héritage invisible, le luxe de la confiance. Si aujourd'hui vous achetez un morceau de viande ou une miche de pain sans avoir à les renifler avec méfiance, sans les sonder comme un démineur, c'est parce que des lois ont été écrites avec l'encre de la raison et de la protection du plus faible. Chaque repas que vous prenez sans crainte est un hommage silencieux à cette lutte pour la simple honnêteté, pour le droit fondamental de ne pas être empoisonné par ceux qui vous nourrissent. La petite clochette de bronze, ce symbole d'une angoisse si particulière, devient alors bien plus qu'une simple anecdote macabre. Elle est la métaphore de tout un siècle. Elle symbolise la peur de l'impuissance, la terreur d'être piégé sans voix, que ce soit par un diagnostic erroné, un accident de travail, une épidémie, ou un système social implacable. Chaque réforme, chaque loi, chaque avancée scientifique ou sociale a été une façon de tendre un nouveau fil, de poser une nouvelle clochette, non plus pour l'individu dans sa tombe, mais pour la collectivité dans sa vie. Une clochette pour signaler un abus, une autre pour alerter d'un danger sanitaire, une autre encore pour réclamer la justice. La société moderne, avec ses codes du travail, ses systèmes de santé publique et ses normes de sécurité, n'est rien d'autre qu'un immense carillon, un réseau complexe de sonnettes d'alarme conçu pour que plus personne, ou presque, ne soit enterré vivant par l'ignorance, la cupidité ou l'indifférence. Alors, laissez cette époque, et ces terreurs feutrées éloigner doucement,
comme le cliquetis d'une charrette qui disparaît au loin. Le monde que vous habitez est bâti sur les fondations de ces luttes, de ces peurs et de ces victoires. Le silence dans lequel vous vous endormez ce soir n'est pas un vide, il est peuplé de lol, écho de leur labeur. Leur héritage n'est pas dans les livres d'histoire, il est dans la propreté de votre eau, la sécurité de votre travail, la confiance que vous mettez dans votre nourriture. La peur de la petite clochette s'est dissoute, remplacée par le murmure rassurant d'un monde qui, malgré ses imperfections, a appris à écouter les vivants. Alors maintenant vous pouvez fermer les yeux, vraiment, le seul son que vous entendrez est celui de votre propre respiration, régulière et paisible. Un luxe pour lequel des générations entières ont lutté, toussé et saigné. Dormez bien.